Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est le Sherpa. Je reviens avec un incontournable, absolument incontournable, tout droit sorti de la banque de données de notre cher Z-Team, qui œuvre sans compter pour vous apporter un maximum d'informations complémentaires aux analyses du Sherpa. Cet incontournable concerne les fameux voyages de Trump. Des voyages qui ont eu lieu lors de son premier mandat en 2017, début 2018. Trump a eu l'occasion de visiter des pays alors sous contrôle de l'État profond, le fameux Deep State. Trump visitera l'Arabie Saoudite, où il fera la danse du sabre. Il visitera la Corée du Nord, il visitera le Vatican, il visitera Londres, Israël, ainsi que Bruxelles, pour remettre les choses en place au niveau de la coopération de tous les pays de l'OTAN. Ces informations sont extrêmement importantes à comprendre. Elles sont les plus compliquées à digérer, mais il s'est réellement passé quelque chose de très important cette année 2017, puisque Trump est devenu maître de ces pays, d'une manière ou d'une autre. Toutes ces informations vous donnent une idée de l'énormité du plan de l'Alliance concernant la reprise de contrôle par cette même Alliance sur l'État profond mondial et mondialiste. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à très bientôt, Sherpa One. Right now, a historic moment. We can now project the winner of the presidential race. Dans cette bataille, pour faire reconnaître la vérité, la capitulation, ou le moment fatidique, où tout l'ancien système a dû s'incliner, est intervenu entre 2016 et 2020, durant le premier mandat de la présidence de Donald Trump. Tout d'abord, lorsqu'il est élu, et ce, avant même qu'il n'accède au pouvoir, la tête du serpent, que représente la noblesse noire vénitienne, est discrètement décapitée. Le 25 décembre 2016, une opération militaire conjointe des forces spéciales les mieux entraînées de la planète, les Delta Force et Navy Seals, est conduite à Venise, en Italie, où les membres de la noblesse noire vénitienne, ainsi que leurs familles, sont réunis pour les fêtes de fin d'année. C'est une période de sacrifice importante pour le culte. Durant cette opération, tous les membres des 13 familles de la noblesse noire vénitienne sont exterminés. Une fois la tête du serpent décapitée, la suite consiste à se rendre au cœur du système, partout dans le monde, pour le mettre à genoux. Ça sera chose faite lors des voyages diplomatiques effectués par Donald Trump, qui va faire capituler par la force tout cet ancien système. Entre 2017 et 2019, Trump a effectué une série de voyages dans le monde entier, permettant de faire capituler tous les lieux clés de la planète encore aux mains de la cabale. Pour cela, Donald Trump va s'armer d'une combinaison d'éléments infaillibles pour forcer l'ancien système à capituler et lui remettre les clés du contrôle du monde entier. Donald Trump possède dans sa besace les divers titres mondiaux capturés par Russell J. Gould et David Y. Miller, qui ont en quelque sorte capturé le drapeau américain, mais aussi mis à mal tout le système de la mafia mondiale, par le biais d'un système quantique. Il a également en sa possession l'amende record de 17 millions de tonnes d'or infligée à cet ancien système par le biais de la Réserve fédérale américaine. Il a aussi la protection des armées les plus puissantes de la planète, qui se sont alliées en une coalition appelée l'Alliance, pour éradiquer ce système d'esclavage de la planète une bonne fois pour toutes.
l'Alliance va profiter de l'opportunité de prendre le contrôle de la NSA, National Security Agency, aux États-Unis, pour mettre à exécution leur plan. La NSA est un pion essentiel, car elle possède chaque message, chaque email, chaque coup de fil pour chaque être humain sur cette planète, et ce, depuis des décennies. Il possède toute l'information disponible sur chaque individu. Entre de bonnes mains, cette agence est le talon d'Achille du système de contrôle, car les crimes du Deep State sont également enregistrés et stockés par cette même agence depuis des décennies. Il possède également un dossier sur chacune des personnes à qui il rend visite, surnommé des classes. Ce dossier contient pour chaque individu la collection des actes les plus immondes commis par cette personne ou groupe contre les innocents du monde entier, et en particulier les crimes commis contre les enfants. Il faut savoir que cet ancien système se nourrit en grande partie des crimes et sacrifices de sang commis contre les enfants du monde entier, afin d'acquérir le pouvoir et l'énergie requise pour continuer à exister, d'après leur idéologie basée sur le satanisme et le luciférianisme. L'Arabie Saoudite est un des triangles de contrôle du monde moderne, pour le compte du cartel des banquiers internationaux et de la noblesse noire vénitienne, via la Maison des Saouds. Juste avant l'été 2017, Donald Trump rend tout d'abord visite à Al-Walid Ben Talal Al Saoud, considéré comme l'homme le plus important de ce pilier de contrôle pour la Maison des Saouds. Il lui présente son dossier des classes, contenant les crimes les plus horribles commis par cet individu et les héritiers du royaume, notamment la récolte d'adrénochrome et les sacrifices d'enfants dont le royaume est devenu une des plaques tournantes. En échange de ces atrocités, le royaume est récompensé avec toujours plus de pouvoir par la noblesse noire vénitienne, qui l'a positionné comme un des piliers les plus importants de son système de contrôle. Sous la menace d'être exposé publiquement pour ce que lui et sa famille sont réellement, il capitule immédiatement en donnant à Donald Trump le contrôle des clés du royaume. Cet acte de capitulation sera mis en scène publiquement, de manière symbolique, par la danse traditionnelle de la Harda. C'est une danse traditionnelle de l'épée, qui sera effectuée au deuxième jour de la visite de Donald Trump dans le royaume. L'épée royale sera également remise à Donald Trump, à savoir que seuls les héritiers et celui qui contrôle le royaume sont autorisés à toucher cette épée royale. Le nouveau prince héritier, Mohammed Ben Salman, est mis aux commandes du royaume et travaille immédiatement avec Trump et la coalition à rétablir l'honneur perdu du royaume. Une purge symbolique aura lieu en novembre 2017, avec notamment l'arrestation de Al-Walid Ben Talal Al Saoud pour des faits de corruption. Il ne sera libéré que 3 mois plus tard, après avoir renoncé, entre autres, à son immense fortune. Cette capitulation de l'Arabie Saoudite marque l'étape numéro 1 dans ce tour du monde. Il est important de noter que l'Arabie Saoudite a été stratégiquement choisie comme première étape. Lors des voyages suivants, Donald Trump se déplacera en ayant les clés et la commande du royaume saoudien. Par cette capitulation, les Saoudiens sont désormais au service du plan global pour libérer l'humanité, et non plus au service de la noblesse noire vénitienne. Le 1er octobre 2017, le prince héritier du trône saoudien, Mohammed Ben Salman, est victime d'une tentative d'assassinat alors qu'il se trouve à Las Vegas. La fusillade de Las Vegas, qui a coûté la vie à 58 personnes et fait des centaines de blessés, avait en réalité pour objectif de divertir et de couvrir l'assassinat de l'héritier au trône saoudien. Cette tentative d'assassinat est avortée par l'intervention de l'armée américaine, grâce aux informations reçues via la NSA. Ces informations seront fournies à Ben Salman par Donald Trump. Travaillant déjà avec l'Alliance pour redorer le blason de son pays, Mohammed Ben Salman va accepter à la suite de cet événement et à la demande de Donald Trump de tenir un rôle plus important dans cette guerre pour faire capituler l'ancien système. Ben Salman retourne aux USA quelques mois plus tard, en 2018, et se présente de la part de Donald Trump à toutes les entreprises de grands médias américains. Il rendra ainsi visite à Apple, Google, Facebook, Twitter, Rupert Murdoch, qui possède la majorité des médias télévisés, Jeff Bezos, Richard Branson, Bill Gates, Oprah Winfrey, entre autres. À chaque fois, un dossier des classes leur est présenté et un choix leur est donné.
vous remettez le contrôle de votre entreprise et vous travaillez désormais pour l'Alliance, où on déclasse, autrement dit, on déclassifie et diffuse vos actes les plus immondes. Étant des pions dans ce système, leur capitulation est immédiate. Grâce à cette tournée américaine, Ben Salam tient un rôle plus important dans le plan de l'Alliance pour démanteler cet ancien système. Quelques jours après sa visite en Arabie Saoudite, Donald Trump se rend immédiatement en Israël. Israël est utilisé par la noblesse noire vénitienne comme le cheval de Troie ultime pour tromper et distraire toute l'humanité sur ceux qui contrôlent réellement le monde. En utilisant à souhait les cartes juives, sionistes et de l'antisémitisme, il détourne l'attention de la plupart des êtres humains dans cette direction, pendant qu'il gouverne tranquillement dans l'ombre. Lorsqu'il arrive en Israël, Donald Trump s'assoit avec ceux qui contrôlent réellement Israël. Face caméra, il feinte une visite diplomatique historique. Une fois les caméras coupées, il leur expose la vraie raison de sa visite. Il s'adressera à eux notamment dans ces termes. « Je vous parle à vous directement, pas à ceux que vous prétendez être aux yeux du monde entier. Je te parle à toi, Netanyahou, mangeur d'enfants, et à tous tes sbires. » Il sort ensuite un dossier d'éclasse sur chacun d'entre eux, notamment sur les puissants rabbins qui tirent les ficelles en coulisses. Les Israéliens sont furieux et se mettent à lui aboyer dessus, en lui invectivant qu'ils ne laisseront pas faire et qu'ils ne capituleront jamais. Trump leur indique alors que les Saoudiens ont déjà capitulé et qu'il leur laisse la nuit pour y réfléchir. Il reste en Israël un jour de plus, ce qui n'était pas prévu dans son planning. Malgré un combat des mots les plus acharnés, pour ne pas se soumettre, le lendemain, les Israéliens capituleront. Et pour symboliser cette capitulation, ils autoriseront publiquement les États-Unis à déplacer leur ambassade à Jérusalem, sous la protection directe de l'armée américaine. Israël vient d'être mis au service du plan global pour la libération de l'humanité par cette capitulation. Cette action marque la fin de l'étape 2, dans le tour du monde de Donald Trump. Avec les Saoudiens et Israël maintenant dans sa poche, il va pouvoir se rendre à l'étape 3, l'une des plus importantes sur son agenda. L'étape 3 des voyages de Donald Trump est sans doute l'une des plus importantes. Le Vatican sert directement la noblesse noire vénitienne, grâce notamment aux jésuites qui gèrent les différents business pour le compte de la noblesse noire vénitienne. Le Vatican sert donc de vitrine à ce cartel organisé du crime. Mais il sert également de coffre-fort pour une grande majorité des trésors pillés par ces criminels à travers le monde. Pas étonnant alors que l'Église catholique soit l'institution la plus riche qui n'a jamais existé en termes de possession matérielle. L'immense majorité de cette richesse est stockée dans les 2500 km de tunnels souterrains qui relient directement le Vatican à Jérusalem. Ce tunnel souterrain, 2 fois plus étendu que la distance nord-sud de la France, forme une ligne quasi droite entre le Vatican et Jérusalem. Il passe aussi bien sous terre que sous la mer. Lorsqu'il se présente au Vatican, Donald Trump remet au pape Francis l'un des dossiers d'éclasse les plus imposants. C'est un dossier d'une ampleur gigantesque qu'il remet au Vatican. Il leur demande de prendre leur temps pour l'examiner et les chambre en leur indiquant qu'ils voudraient peut-être porter leurs chaussures rouges lorsqu'ils regarderont ces dossiers ou lorsqu'ils reviendront pour lui donner une réponse. Cette allusion aux chaussures rouges fait référence aux chaussures rouges portées notamment par le pape et les pédophiles de haut rang. Ces chaussures sont faites de peau humaine et les pédophiles qui commettent le plus de sacrifices lors des rituels sataniques ont le droit d'avoir une paire de ces chaussures faites avec le reste des enfants qu'ils auront sacrifiés. Le symbole de ces chaussures rouges dans ce monde perverti fait référence au sacrifice d'enfants, mais également au cannibalisme. Le lendemain, le Vatican capitulera. Et pour symboliser ce traité, le pape signera une bulle papale, annonçant que d'ici une certaine date, la Banque du Vatican, qui détient la charge de tous les systèmes bancaires de réserve fédérale à l'échelle mondiale, serait réformée. Par réforme, ils sous-entendent de remettre les clés à Donald Trump.
Cette réforme sera actée en août 2019 avec ce qu'on appelle la réforme de la Banque du Vatican et des statuts de l'IOR. Donald Trump détient, grâce à cette réforme, la trésorerie de la Banque du Vatican. Grâce à ces 3 premières étapes, Donald Trump vient de supprimer le pouvoir des 3 principaux piliers de contrôle de ce système. Bruxelles est la ville où se trouve le siège de l'Union européenne, mais également le siège de l'OTAN. Lorsqu'il arrive à Bruxelles et convoque la réunion de l'UE, Donald Trump se présente volontairement en retard pour faire monter la tension sur le budget de sa visite. Tous les chefs d'État et leurs ministres des Finances présents lors de cette réunion sont laissés dans l'expectative totale. Lorsqu'il arrive enfin, Donald Trump pose un énorme dossier d'éclasse sur la table en indiquant « Nous avons tout. Quelle est votre réponse ?» En très peu de temps, tous les chefs de gouvernement capitulent. Pour symboliser cette capitulation de l'Union européenne, beaucoup d'événements se produisent dans les jours suivants. L'UE fait notamment machine arrière sur le Brexit. Et l'OTAN doit désormais payer ses propres factures. Celles-ci ne seront plus payées par les États-Unis, qui finançaient la majorité de son budget. Le lendemain, Donald Trump se présente une fois de plus volontairement en retard, lors de la traditionnelle séance photo. Il laisse les chefs d'État de l'Union européenne visiblement très gênés et choqués par ce qui vient de leur arriver la veille, sous les projecteurs des photographes et des équipes de tournage, dans une ambiance d'enterrement. La photo officielle de ce sommet de l'UE reflète bien ce qui s'est passé en coulisses. Avec ce passage éclair à Bruxelles, Donald Trump vient de capituler l'Union européenne et l'OTAN. Les 2 organisations travaillent désormais sous les ordres de l'Alliance. Donald Trump entame ensuite une tournée asiatique aux objectifs bien variés, mais tout aussi importants. En novembre 2017, Donald Trump commence sa tournée asiatique par le Japon. Les Japonais capitulent assez rapidement sans opposer de résistance. Symboliquement, ils laisseront à Donald Trump le soin de remettre le trophée au vainqueur du championnat national de sumo, en lieu et place de l'empereur, lors de son second voyage au Japon en mai 2019. Un honneur réservé aux plus hautes instances, dans un pays où le sumo est une tradition culturelle ancestrale. Donald Trump sera le premier dirigeant étranger à rencontrer le nouvel empereur Naruhito lors de ce voyage. En quittant le Japon, Donald Trump se rend directement en Corée du Sud. Médiatiquement, la visite de Donald Trump a pour but d'engager des pourparlers pour une future paix entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. En réalité, cette visite permettra d'obtenir rapidement la capitulation de la Corée du Sud, qui est, comme la majorité des pays d'Asie du Sud-Est, un des fournisseurs majeurs d'enfants et d'adrénochrome dans le monde. Donald Trump profite surtout de sa visite en Corée du Sud pour secrètement se rendre à la frontière nord-coréenne. Là, il va rencontrer Kim Jong-un, loin des caméras, et entamer des négociations pour un accord de paix entre la Corée du Nord et tous ses opposants, dont les États-Unis. La dynastie Kim, qui dirige la Corée du Nord depuis 3 générations, a été détournée, puis prise en otage par le Deep State et la noblesse noire vénitienne. Le Deep State utilise la Corée du Nord depuis des décennies pour construire un arsenal nucléaire. Ils peuvent ainsi maintenir la menace constante d'une guerre nucléaire sur le monde entier. Lors de leur rencontre, Donald Trump montre à Kim Jong le pouvoir qui est désormais le sien et la possibilité pour la Corée du Nord de pouvoir enfin se défaire de l'emprise du Deep State. Kim Jong n'hésitera pas et comprend l'ampleur de ce qui se joue sous ses yeux. Il accepte d'aider le plan de l'Alliance à éradiquer cet ancien système avec enthousiasme. Pour cette occasion, Kim Jong mettra également en scène la mort de cet ancien système, plus d'1 an plus tard, fin 2019. Il symbolise la mort du nouvel ordre mondial en chevauchant un cheval blanc. Le cheval blanc indique la mort dans la symbolique de communication de cet ancien système. La capitulation de la Chine a eu lieu en 2 parties. Tout d'abord au printemps 2017,
peu de temps après l'élection de Donald Trump en tant que président. Le président Xi Jinping lui rend visite à Mar-a-Lago, en Floride. Donald Trump choisit de recevoir le président Xi et son épouse dans son propre club de golf en Floride. Le cadre de cette visite d'un président chinois en fonction est surprenant et les motifs et le contenu de celle-ci resteront longtemps bien gardés. Les médias feront d'ailleurs tout pour ne pas en parler. 6 mois plus tard, Donald Trump rend visite à Xi Jinping en Chine. Une visite officielle cette fois-ci. Donald Trump est reçu à la Cité interdite, comme symbole de la capitulation de la Chine, sans doute négociée plus tôt. La Cité interdite porte ce nom pour une bonne raison. Et a priori, le président d'une nation considérée comme concurrente, voire ennemie, n'a rien à y faire. La délégation américaine sera surprise, lors de ce voyage, de découvrir à quel point une large majorité des hauts fonctionnaires du Parti communiste chinois voulaient désespérément se débarrasser de l'emprise du Deep State et de sa noblesse noire vénitienne sur leur nation. Tout comme en Arabie Saoudite et en Corée du Nord, la plupart des gens dotés d'une conscience mettent une limite et un frein lorsqu'il s'agit de torturer, tuer et ensuite consommer leurs propres enfants. En ce qui concerne la Chine, certains des actes les plus horribles et les plus insoutenables jamais perpétrés contre l'humanité ont eu lieu dans ce pays. Tout ceci à la suite de l'infiltration du Parti communiste chinois par le Deep State et la noblesse noire vénitienne, post-Seconde Guerre mondiale. Voilà pourquoi les hauts fonctionnaires du Parti communiste chinois, qui sont du bon côté de l'histoire, voulaient tant s'éloigner de ces actes maléfiques. Ils rencontrent et accueillent Donald Trump et l'Alliance à bras ouverts. La Chine est un des seuls pays qui a capitulé volontairement à l'autorité de Donald Trump et de l'Alliance, ce qui en dit long sur leur volonté de se débarrasser de l'emprise de la cabale sur leur pays. Juste après sa visite en Chine, Donald Trump se rend au Vietnam, qui capitule sans opposer une grande résistance. À Hanoï, le président américain est reçu avec les honneurs lors d'une cérémonie protocolaire, où il marche en devançant le président vietnamien. Ce geste symbolise le changement de pouvoir et la remise des clés du pays à l'Alliance. Le Vietnam promet même de mettre fin au trafic sexuel d'enfants provenant de son pays. Cette visite au Vietnam marque la fin du tour asiatique de Donald Trump et son année 2017 particulièrement chargée. Les étapes que je viens d'expliquer sont vraiment les voyages les plus importants. L'année 2018 de Donald Trump commence sur les chapeaux de roue, avec l'une des étapes les plus importantes et les plus dangereuses de son agenda. En janvier 2018, il se rend au rassemblement annuel du Forum économique mondial, à Davos en Suisse. George Soros, Klaus Schwab et les dirigeants des plus grandes multinationales du monde sont notamment présents à ce rendez-vous. Il est le premier président américain à se rendre à ce rassemblement en plus de 20 ans. Lors du dîner inaugural qui précède les débats, il joue carte sur table avec les dirigeants des multinationales qui l'entourent. Ils reçoivent chacun une enveloppe similaire à celle que recevront les participants aux funérailles de George Bush Senior plus tard dans l'année. Il attendra volontairement le lendemain pour remettre un dossier d'éclasse à chacun de ses dirigeants désormais dans une inquiétude palpable. Trump ne partira qu'une fois que tous les dirigeants des multinationales et autres contrôleurs clés auront tous capitulé. Par exemple, Nestlé s'engage à ne plus empoisonner les eaux du monde entier pour ensuite vendre de l'eau propre. Chacun des groupes présents prendra des engagements similaires dans leur industrie respective. Plus important, ils s'engagent tous à suivre à la lettre ce que leur demandera désormais l'Alliance. Le Forum économique mondial représente un des groupes de contrôle de niveau supérieur dans la pyramide de contrôle mise en place par la noblesse noire vénitienne. Davos est début 2018 l'un des endroits les plus dangereux pour Donald Trump, car les personnes présentes sont désormais au niveau le plus haut dans la pyramide de contrôle. Le reste des niveaux, comme la noblesse noire vénitienne, la papauté ou encore les Rothschild, ayant déjà été court-circuités. Ce rassemblement est également dangereux, car les montagnes dans lesquelles se trouve Davos
possède un enchevêtrement impressionnant de tunnels souterrains, dans lesquels il est possible de faire disparaître Donald Trump, pour ensuite prétexter un enlèvement ou tout autre accident. Il n'en sera rien. Donald Trump joue sa partition à la perfection et les chiens de garde du système sont neutralisés. Donald Trump se rendra également au 44e sommet du G7 au Canada, où il aura des entretiens personnels avec Justin Trudeau, Angela Merkel et Emmanuel Macron. Le Canada et l'Allemagne seront les pays majeurs qui capituleront lors de ce sommet. Au sommet entre la Corée du Nord et les États-Unis à Singapour, où il rencontrera de façon officielle cette fois-ci Kim Jong-un, devenant ainsi le premier président américain à rencontrer un dirigeant nord-coréen. Au sommet de l'OTAN à Bruxelles, où il aura des entretiens personnels avec Angela Merkel et Emmanuel Macron à nouveau. Au Royaume-Uni, lors d'une visite mémorable avec la reine d'Angleterre, Donald Trump dérogera volontairement au protocole et marchera quelques mètres devant la reine lors de l'inspection de la garde royale. Un acte qualifié de haute impolitesse par les médias du monde entier. En réalité, cette action symbolise sa prise de pouvoir sur les clés de la couronne d'Angleterre. La couronne d'Angleterre, et notamment les Rothschild, qui contrôlent celle-ci, ont résisté pendant plusieurs mois à la demande de capitulation de Donald Trump et de l'Alliance. Cette visite marque officiellement l'acte de capitulation du Royaume-Uni. Cet acte est un message fort pour leur montrer qui est à la charge du commandement de la couronne d'Angleterre et de The Crown. En Finlande, lors du sommet américano-russe de 2018, où il rencontrera Vladimir Poutine, qui est déjà au courant du plan de l'Alliance, auquel il participe de façon volontaire. Il lui remettra symboliquement un ballon de football en lui indiquant que la balle est désormais dans son camp. En Argentine, lors du sommet du G20, où le président argentin Mauricio Macri capitulera. Cette année 2018 est dans la continuité de 2017, où Donald Trump continuera de faire capituler les nations majeures encore aux mains de la cabale. Ces actions continueront entre 2019 et 2020, où des pays comme le Brésil, le Mexique et l'Inde capituleront à leur tour. Les étapes listées dans ce tour du monde des capitulations de Donald Trump ne sont que quelques-unes des actions qui ont été effectuées pour reprendre le contrôle du monde, des griffes de la cabale qui contrôle tout depuis plusieurs milliers d'années. En ayant légitimement repris le contrôle des titres mondiaux qui permettaient à ce groupe de s'attribuer le contrôle de la planète Terre, ce groupe de contrôle a utilisé tous les moyens à sa disposition pour se battre jusqu'au bout et ainsi perpétuer son emprise anti-vie sur la planète le plus longtemps possible. Il fallait un plan le plus sophistiqué jamais mis en place pour venir à bout des bastions de contrôle de ce système. Il aura aussi fallu utiliser l'arsenal complet du pouvoir, y compris la force et la violence contre cette cabale pour pouvoir mettre à genoux ce système. Une fois les grands bastions de contrôle repris, il reste cependant la partie la plus difficile de cette guerre entre ceux qui veulent la liberté pour les êtres humains et ceux qui veulent les contrôler. La partie la plus difficile et la plus imprévisible de cette guerre consiste à éveiller le grand public sur la réalité du monde dans lequel nous vivons. Cette partie du plan est la plus importante car seul le niveau de conscience collective permettra de faire basculer les choses dans le bon sens pour l'humanité. Cette partie sur la conscience collective est primordiale car c'est celle qui influence directement les événements et la réalité dont nous faisons l'expérience sur cette terre. La conscience collective est la somme de toutes les consciences individuelles. Pour changer les choses dans le bon sens, il faut donc éveiller le public à la réalité du monde qui nous entoure. Un problème majeur se pose à cet éveil. Le niveau de conscience collective est très basse sur la planète Terre. Et ceci à cause des nombreux artifices mis en place pour contrôler l'esprit des êtres humains. En effet, depuis plusieurs milliers d'années, les contrôleurs ont travaillé le domaine du contrôle de l'esprit avec une attention particulière. Les médias ne sont que la partie visible de cet iceberg de contrôle. Mais en réalité, ce sont tous les aspects de notre vie sur Terre dont la perception a été manipulée.
en contrôlant tous les aspects de la vie sur Terre et en réécrivant constamment l'histoire, ils ont réussi à rendre la plupart des êtres humains incapables de discerner la vraie nature de la réalité qui les entoure. Nous vivons sur une planète qui est une prison de l'esprit. Q est une opération de communication et de dissémination d'informations très sophistiquée qui vise à réveiller graduellement tous les êtres humains pour élever le niveau de conscience collectif. Lancée en octobre 2017, cette opération cible plusieurs plans de perception de la réalité pour ceux qui recherchent et fouillent les informations postées par ce mystérieux facteur. À la surface, nous avons donc une quantité incroyable d'informations qui n'étaient pas disponibles pour le grand public avant 2016. Mais plus en détail, ce sont des miettes sur plusieurs plans d'existence qui sont encodés dans cette opération de communication. L'un des plans d'existence qui est directement inclus dans cette opération de communication est le plan quantique, une dimension qui représente de façon plus exacte la réalité qui nous entoure. L'opération de communication Q contient plusieurs éléments, la liant directement aux actes qui ont permis à la République américaine d'être sauvée en 1999 par ces deux personnes que sont Russell D. Gould et David Wynn Miller. Je vous invite à lire le livre 1999, le plus grand secret de l'humanité, d'où est tirée cette vidéo. De façon globale, Q nous montre via ses posts comment le langage en lui-même est utilisé pour contrôler les êtres humains et la société. Je vais maintenant terminer cette vidéo en donnant juste un exemple. Tout au long des différents drops, Q répète souvent cette phrase « Symbolism will be there, don't fall ». Par cette phrase, il indique sans doute que l'utilisation de symboles occultes causera la chute de ce système de contrôle. Il veut aussi sans doute signifier, dans un contexte plus large, que la façon dont le langage est codé, et une fois comprise, mettra fin à ce système d'esclavage par ignorance. Il y a bien sûr beaucoup d'autres drops de Q très intéressants, mais je vous laisse lire le livre 1999, le plus grand secret de l'humanité. Il y a quelques années, lorsqu'ils ont commencé leur nettoyage, je parle de l'Alliance et de Trump, celui-ci a dit une phrase qui m'avait choqué à l'époque, ou en tout cas qui m'avait interloqué. Il avait dit, en gros, vous regardez le plus grand film de tous les temps. Et honnêtement, je pense que nous regardons encore la fin du film. N'ayez plus peur, tout ce qui se passe est déjà fait. Il ne reste plus que des brides de ce film. Ce que nous voyons n'est utilisé que pour réveiller les masses encore endormies. Il en reste encore un peu, et donc, elles vont continuer de suivre le film en croyant qu'il est réel. Et quand on y réfléchit bien, à votre avis, est-ce que la Kabbale aurait détruit tout ce qu'elle a mis en place depuis des décennies, des siècles, voire des millénaires? Pourquoi nous montrerait-elle tous les plans qu'elle a mis en place ou qu'elle avait l'intention de mettre en place? Pourquoi nous montrerait-elle tous les protagonistes principaux de façon à ce que, entre parenthèses, l'Alliance s'attaque à eux et les détruise? Il leur suffisait juste, comme d'habitude, d'être patients et d'imposer leur nouvel ordre mondial jusqu'en 2030, 2035, voire 2040. Pour le coup, nous voyons bien que c'est quelque chose qu'ils ne contrôlent plus. En quelques années, des centaines de millions de personnes ont découvert la création monétaire, les organismes mafieux comme l'OMS, l'ONU, l'OTAN, la CIA, sans compter toutes les découvertes des anciennes civilisations, qui a construit les grands monuments de ce monde, comme les pyramides de Gizeh, les anciennes technologies qui reviennent doucement avec l'énergie libre, les découvertes de Tesla, j'en passe et des meilleurs, les Rockefeller, avec leurs dogmes pharmaceutiques. Vous avez maintenant plein de séries qui parlent justement du sujet, comme la chute de la maison Usher, j'en passe et des meilleurs. C'est terminé les narratifs où on vous préparait à la vaccination avec des méchants virus, des contagions, plein de films et de séries qui faisaient peur. Nous avons eu notre lot de préparation à un narratif qui est certes arrivé, mais qui a été probablement contrôlé. Nous avons aussi eu droit à des films, des séries
reportages sur le futur nouvel ordre mondial, avec des films comme Hunger Games, j'en passe et des meilleurs une fois de plus, mais ils préparaient le mental des êtres humains à ce qu'ils avaient prévu. Aujourd'hui, on arrive à voir des films, même sur Netflix, ou des séries, où l'on voit la CIA qui est mise en cause, les présidents qui sont mis en cause, les industries pharmaceutiques, les industries alimentaires. Donc on voit bien que le narratif a changé de côté, drastiquement. Idem pour les dessins animés. Avant, on nous montrait des films avec des adolescents, avec des enfants qui étaient seuls, qui étaient orphelins, qui étaient maltraités, qui étaient sous contrôle d'un adulte ou d'une espèce satanique. Par exemple, vous regardez La Petite Sirène, vous regardez Blanche-Neige, vous regardez La Belle au Bois dormant. À chaque fois, vous avez des messages subliminaux sur le satanisme, sur le mal. Dorénavant, vous avez plein de films où on vous apprend à vous éveiller, à respecter l'autre. Et moi, je reste persuadé que c'est du fait de l'Alliance. Et en parallèle, il laisse, malgré le contrôle des médias, il laisse le narratif suivre son cours. Il laisse RMC, BFM pour les Français, continuer de faire leur propagande pour que ceux qui dorment encore comprennent qu'à un moment donné, ce sont des menteurs et qu'ils sont à la solde de pouvoirs occultes, mais en tout cas qui sont à la solde de milliardaires qui veulent imposer un narratif et qui sont sans cesse dans le mensonge. Donc nous vivons en ce moment deux mondes, l'un où il y a ceux qui comprennent que l'histoire est terminée et qui voient les dessins animés, les films, les séries, qui nous proposent autre chose, qui nous programment notre cerveau vers autre chose de bienveillant et de lumineux. Et d'autre part, un monde où il y a encore des endormis à qui on va mettre encore quelques claques dans la tête, à qui on propose des guerres, à qui on va proposer encore des vaccins. Voilà, c'est mon avis. Nous vivons deux mondes parallèles. Et évidemment que j'espère que ceux qui sont encore dans le mauvais vont passer du côté du bien, entre parenthèses. Ça ne veut pas dire que ce sont des mauvaises personnes, mais cela veut dire que ces personnes ont encore besoin de souffrir jusqu'à leur prochain réveil, que j'espère, de tout cœur. Lorsque vous regardez des stars qui font leur spectacle avec des diables, avec des cornes, du sang qui coule, tout ça, bien sûr que ça choque ceux qui ne sont pas réveillés, mais ceux qui sont réveillés, qui ont conscience que c'est fait exprès pour réveiller les endormis. Il faut prendre ça avec humour. On nous présente encore le film. Le film n'est pas terminé. La chute de la cabale est déjà réalisée en quelque sorte. Mais il reste encore le réveil des masses. Donc nous allons encore avoir des lois absurdes concernant les enfants, la vaccination, la sexualisation de l'enfant via l'OMS, etc. Mais il faut prendre tout ça comme une vaste rigolade. Bien sûr que ce n'est pas drôle de subir tout ce qu'on subit depuis des années. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut prendre tout cela avec un peu de hauteur. Être conscient que tout cela n'aboutira pas. Que ça soit la retraite à 92 ans, que ça soit la sexualisation des enfants, le Walkims, etc. Tout ça n'aboutira pas. Dites-le vous, nous sommes tous à notre place. Certains vont faire des vidéos, certains vont faire des manifestations, certaines personnes vont avoir des problèmes avec la vaccination. Tout est juste. Mais il faut que le film dure jusqu'à un éveil, pas total, mais jusqu'au moment où nous aurons suffisamment de personnes réveillées pour que le plan soit dévoilé dans sa totalité. Voilà les amis, je vais vous laisser sur ces dernières petites phrases personnelles. Profitez malgré tout de vos proches pendant ces fêtes et pensez un peu à ce que je viens de vous dire, même si je n'ai pas la science infuse évidemment. Je vous souhaite à toutes et tous d'heureuses fêtes. Soyez heureux.